Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Inès Gakiza. Merci pour votre fidélité. Bonsoir et bienvenue à ce journal dont voici le sommaire. L'Église catholique du Burundi, inquiétée par l'intolérance politique grandissante, comme vous l'entendrez tout à l'heure, l'Église catholique est également préoccupée par la déstabilisation de la sécurité à Bururi. Aucune mesure ne peut résoudre le problème de carence de devises, sauf celle permettant l'entrée de cette monnaie étrangère au pays. Parsem interpelle tous les membres du gouvernement à travailler dans ce sens. Et enfin, les assassinats des Burundais réfugiés en Ouganda se poursuivent. Ce lundi, un Burundais a été retrouvé mort après 10 jours sans trace. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, le développement. Bonsoir et bienvenue. Ouvrons son journal par le feuilleton Kira Hospital. Le docteur Christophe Sahabo a passé plus d'un mois en garde à vue au cachot du service national des renseignements, et ce en violation de la loi. Qui plus est, son transfert à la prison d'Omimba n'a pas respecté les règles, tout comme d'ailleurs le déroulement de cette affaire. Josiane Mouzaneza. En date du 17 mai 2022, après plus de 48 jours dans les cachots du service national des renseignements, en phase de garde à vue au lieu des 7 jours prévus par l'article 34 du Code de procédure pénale, le docteur Christophe Sahabo a finalement pu être présenté à l'officier du ministère public pour voir si les conditions de la mise en détention préventive sont réunies. À ce stade, ses avocats ont un peu soufflé parce qu'ils étaient sûrs que leur client allait bénéficier d'une certaine liberté afin de pouvoir comparaître étant libre, en espoir qu'ils avaient fondé sur les irrégularités ayant émaillé sa garde à vue, lesquelles irrégularités devaient impérativement être sanctionnées. Mais grand fut leur étonnement quand, contre toute attente et sans tenir compte des irrégularités procédurales de la garde à vue et son illégale incarcération, l'officier du ministère public décida de transférer le docteur Christophe Sahabo à la prison centrale de Mimba, et cela en violation des articles 90 et 11 du Code de procédure pénale. Du 17 mai au 5 juin, il va rester écroué à Mimba sans que rien ne justifie son emprisonnement. En date du 6 juin 2022, le prévenu Christophe Sahabo a comparu en chambre de conseil du tribunal de grande instance de Moura pour statuer sur sa détention ou pas. Les décisions prises lui seront aussi communiquées en violation de la loi, car la décision de le maintenir en détention a été prononcée le 13 juin, c'est-à-dire 6 jours après et non 48 heures après, comme le prévoit le Code de procédure pénale dans son article 157. Quant à la signification de la dite décision, elle lui sera faite en date du 15 juin, toujours en violation des articles 214, 217 et 156 du même Code de procédure pénale. C'est ainsi qu'il va alors interjeter appel devant la chambre de conseil de la cour d'appel de Moura pour demander d'être rétabli dans ses droits. Mais là aussi, justice ne lui sera pas rendue. Nous y reviendrons dans nos éditions ultérieures. Merci Josiane Mouzaneza. Début ce mardi de la campagne de traitement des prisonniers atteints par une maladie non encore identifiée à la prison centrale d'Omimba. Selon nos sources à l'intérieur de la prison, 8 détenus gravement malades ont été transférés à l'extérieur de la prison alors que le reste reçoit des médicaments. Nos sources indiquent que les médicaments donnés à ces malades est une combinaison azithromycine et coldise. Des acteurs dans le secteur santé que la rédaction de la RPA a pu consulter, aussi bien ceux qui se trouvent au pays que ceux qui se trouvent à l'extérieur, font savoir que ces médicaments ont été utilisés pour les cas de Covid-19. Je vous propose d'écouter un d'eux. L'azithromycine est le médicament que l'on a beaucoup utilisé en cas de soupçon de Covid-19. On donne des kits à chaque patient. Quant au Covid, c'est pour le traitement des symptômes du rhume, de la congestion bronchique et nasale. C'est en gros. Mais vous savez, les médecins peuvent prescrire de différentes façons selon la consultation.
Et pour rappel, plus de 200 prisonniers ont déjà attrapé cette maladie et 4 sont déjà morts. Parmi les symptômes cités par les prisonniers, il y a la montée de la fièvre, la toux et le gonflement du visage. Je viens de vous le dire, l'Église catholique du Burundi se dit préoccupée par des cas d'insécurité qui ont dernièrement secoué la province Bururi au sud du Burundi et le phénomène d'empoisonnement qui refait surface. C'est du moins ce qui ressort du communiqué clôturant la rencontre ordinaire du mois de juin des évêques catholiques du Burundi. Dans leur réunion, les évêques catholiques ont également évoqué leurs préoccupations par rapport à l'intolérance politique qui ne cesse de gagner du terrain au pays. Je vous propose d'écouter Monseigneur Bonaventure Nahimana, président de la conférence des évêques catholiques du Burundi, CECAB. Pour ce qui est de la vie sociopolitique, les évêques notent un climat de paix et de tranquillité qui règne dans le pays, tout en déplorant des tueries à la machette observées dans quelques localités du sud du pays et du phénomène de l'empoisonnement qui a refait surface dans certains coins du pays. Les pasteurs constatent aussi avec regret le climat de méfiance et de tension au sein de certains partis politiques, ainsi que des vols dans les ménages et dans les champs. Dans cette réunion du 5 au 9 juin courant, les évêques catholiques du Burundi n'ont pas manqué à signaler l'insécurité alimentaire consécutive au changement climatique qui risque de secouer le pays, le taux de chômage élevé qui conduit jusqu'au départ des femmes vers les pays arabes n'a pas également laissé indifférente la CECAB. Encore une fois, Monseigneur Bonaventure Nahimana, président de la conférence des évêques catholiques du Burundi, CECAB. Les évêques ont exprimé également leur inquiétude face au chômage des jeunes qui contraint la plupart d'entre eux à s'expatrier pour chercher des lendemains meilleurs ailleurs. Et le cas le plus frappant étant celui des jeunes femmes et jeunes filles qui vont dans les pays du Moyen-Orient où leur accompagnement spirituel n'est pas assuré de la part de leur pasteur. Sur le plan économique, les évêques font le constat que la récolte du haricot n'a pas été partout bonne, à cause des pluies abondantes qui non seulement ont emporté des champs, des maisons, parfois même des vies humaines. La flambée actuelle des prix des produits inquiète la population, car pareille situation ne s'était produite en cette période de l'année qui est habituellement la période de récolte. Ils ont également exprimé la même préoccupation en rapport avec la pénurie sans cesse récurrente des produits de première nécessité comme le carburant, le sucre, le ciment, les produits Braoudi. Parlons économie à présent, le transfert électronique d'argent, à l'instar de différentes autres activités, est aussi perturbé par la récente mesure de la BRB, retirant de la circulation les billets de 10 000 et de 5 000 francs burundais. En mairie de Bujumbura, les agents de transfert d'argent indiquent que depuis l'annonce de cette mesure, le business a stagné. Plus de détails avec Elvis Niomongele. Ces agents chargés de transfert de l'argent à l'aide de téléphone affirment que les problèmes sont multiformes depuis que la BRB a pris la mesure de retirer de la circulation les billets de 5 000 francs et 10 000 francs. D'un côté, ils ne trouvent pas de l'argent pour servir les clients lors de retrait et de l'autre, les clients amènent des anciens billets pour les dépôts, ce qui crée parfois des malentendus entre les deux parce que les agents de leur côté refusent de prendre les anciens billets comme le témoigne notre source. La mesure de changer ces billets nous pose plusieurs problèmes. Premièrement, il n'y a pas de nouveaux billets. Ils sont en nombre très limité. Par exemple, depuis l'annonce de cette mesure mercredi soir, ce n'est qu'hier que j'ai vu une personne qui a un nouveau billet. Lorsqu'un client vient, tu ne peux pas prendre les anciens billets qu'il donne. Pour nous qui travaillons dans le domaine de transfert d'argent, les autres clients nous exigent de nouveaux billets. Autre problème évoqué par ces agents chargés de transfert de l'argent par des téléphones sont que les banques ne leur donnent les nouveaux billets.
De plus, ils ne peuvent pas retirer l'argent de leurs regrets. Quand tu fais un dépôt sur ton compte, prenons par exemple 5 millions, on te donne 100 000 au cas où tu souhaites faire un retrait. Ils ont majoré cette somme. Maintenant, on peut te donner 300 000. Tu comprends qu'avec 300 000, alors que cet argent que tu as mis sur ton compte, ton business ne peut pas avancer. Actuellement, plusieurs commerçants ne sont en train de travailler. Ils ne s'approvisionnent pas parce qu'ils n'ont pas de nouveaux billets. Comme les autres citoyens burundais, ces agents demandent aux responsables de la Banque centrale BRB de trouver solution à ces problèmes liés au retrait en circulation de ces billets de 5 000 et 10 000 francs. Et parlant toujours de cette décision de la BRB, certains Burundais signalent qu'ils ont été très perturbés par la dite mesure. Dans certaines localités, le commerce est paralysé. Émile Nibasumba nous en dit plus. Aujourd'hui, certains commerçants de la mairie de Bujumbura n'ont pas vaqué à leurs activités quotidiennes. Ils nous ont expliqué qu'ils ont décidé de baisser les rideaux parce que la plupart des clients leur amènent d'anciens billets de 5 et 10 000 francs alors que ces billets sont en train d'être retirés de la circulation. Je ne peux pas accepter ces billets parce que je n'ai pas de compte en banque pour les verser, s'est expliqué l'un d'entre eux. Mais même ceux qui ont des comptes en banque peinent à remettre tous leurs billets à cause de l'insuffisance des nouveaux. Certains citadins déplorent le fait qu'ils peuvent mourir de faim alors qu'ils ont de l'argent dans la poche. Ceux qui acceptent de prendre ces anciens billets exigent parfois des bénéfices. Par exemple, pour un billet de 10 000 francs, ils exigent 2 000 francs de commission ou ils obligent à l'acheteur de tout dépenser. Selon certains citadins, au fur et à mesure que la date limite de remise de ces anciens billets approche, la population souffre, surtout celle qui n'a pas de compte en banque. Aujourd'hui, certains Burundais se demandent comment ils vont survivre. En attendant le remboursement de leur argent, ils déposeront les anciens billets de 5 et 10 000 francs dans leurs entités administratives à partir de ce jeudi et rentreront avec des récépissés. Et toujours dans ce secteur de l'économie, le Burundi ne pourra jamais résoudre le problème de devises tant que chaque membre du gouvernement n'aura pas compris qu'il doit s'activer pour faire entrer les devises au pays. C'est l'analyse de Faustin Ndikumana, président de l'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités PARSEM. Pour Faustin Ndikumana, le problème des devises au Burundi n'est pas de la faute de la Banque centrale de la République. Il compare plutôt la BRB à un gérant de stock dans une fête quelconque. Il ne gère que ce qui a été mis à sa disposition. Ainsi donc, Faustin Ndikumana estime qu'après la collecte des devises de tous les coins, la BRB devrait à son tour s'assurer que la gestion est la meilleure. Je vous propose d'écouter Faustin Ndikumana, président de PARSEM. Et actuellement, les mesures qui sont en train d'être prises par la BRB dans la gestion des devises sont des mesures allant de nature à être transparentes pour que la gestion des devises ne soit prise en apanage d'une poignée d'hommes à la Banque centrale ou ailleurs, ou à faire des influences politiques. C'est pour cela que ces mesures ont permis aux banques de retrouver les prérogatives de gestion des devises. Mais la question reste substantielle, reste très vitale, parce que la BRB actuellement est ne gère que ce qu'elle a. C'est comme dans une institution quand le gestionnaire de stock, quand les boissons ne suffisent pas, la faute n'est pas aux gestionnaires de stock. La faute est aux organisateurs de la fête dans la réception. Donc la BRB ne gère que ce qu'elle a. Actuellement, alors il y a une question très fondamentale à laquelle il faut trouver une solution. Il faut interroger les statistiques régulièrement. La balance commerciale aujourd'hui, le taux de couverture des importations par les exportations est très faible, moins de 20%. Les réserves de change, autrefois c'était à 3 mois, maintenant c'est à 1 mois. Des fois c'est en dessous d'1 mois. Au niveau des statistiques, on a une pourcentage de devises. Où allons-nous les trouver? C'est l'exportation du café, du coton, des mines, ce sont les investissements des étrangers, ce sont les touristes, ce sont les emprunts, les aides. En dehors de ça, je ne vois aucune source de devises qui puisse renflouer les caisses de l'État en devises. Dans une moindre mesure aussi l'a dit la diaspora. Les ministères techniques doivent donner régulièrement un rapport annuellement. Le ministre de l'Agriculture, comment est-ce que le café va augmenter les devises au Burundi? Le coton, le thé, les mines, quelle est la contribution des mines actuellement dans la rentrée de devises au Burundi?
le ministre du Commerce et de l'Industrie, quels sont les produits manufacturés qu'on exporte à l'étranger, quelles sont les recettes provenant des touristes, le ministre des Finances. Y a-t-il vraiment eu des devises provenant d'un emprunt à des taux préférentiels éventuels? Le ministre de la Chose extérieure a-t-il renforcé les relations diplomatiques du Burundi avec d'autres pays amis? Sinon, on va continuer à faire des mesures à gérer, mais la question fondamentale n'aura pas trouvé une solution. Parce que vous venez de constater, on vient de passer une grande période, 5-6 ans, alors que la question de devises est toujours récurrente. RPA. Je vous l'avais dit au début, les Burundais réfugiés en Ouganda continuent d'être tués un à un. Le corps d'un certain Alexis Nimubona, alias Lalas, du camp de Kiaka 2, a été retrouvé ce lundi en état de décomposition. Il avait été porté disparu il y a plus de 10 jours. Ses proches demandent qu'il y ait des enquêtes afin que les auteurs de ce crime soient identifiés, traduits devant la justice. La victime totalise le nombre de 12 des réfugiés burundais tués en Ouganda dans moins de 2 ans. Le point avec Onésime de Chimakite. Alexis Nimubona, alias Lalas, résidait dans le camp des réfugiés de Kiaka 2 en Ouganda depuis 2015. Il était porté disparu depuis plus de 10 jours, selon certains réfugiés. Son corps a été retrouvé par ses camarades du camp, dans la clinique de Guanika, où il a été amené par la police. Cette dernière aurait pris son corps sans vie dans la localité de Gassanda, où il aurait eu un accident mortel. Ce qui a fort inquiété les réfugiés, c'est de constater que la police a osé conserver un corps sans vie dans une maison sans morgue durant plus de 10 jours. Pire, la même police n'a même pas informé les proches de la victime pour qu'ils viennent la récupérer afin qu'elle soit enterrée dans la dignité. Regrette un des réfugiés du camp de Kiaka 2. On a entendu parler qu'il aurait eu un accident en provenance du Kenya, mais on a enquêté. Il n'y a pas eu d'accident de bus en provenance du Kenya au cours de cette période. Nous avons entendu également qu'il aurait eu un accident mortel à Kampala. Là aussi, nous avons entendu qu'il n'a pas été à Kampala durant la même période. Nous avons finalement appris que son corps sans vie a été conservé par la police dans une clinique sans morgue située dans la localité de Gassanda où il a été retrouvé dans un état de décomposition. Les proches d'Alexis Nimubona refutent les propos selon lesquels il est mort dans un accident. Il faut savoir qu'il a été tué étant donné que même celui qui demande de la lumière sur son cas est menacé de subir le même sort. Nous n'avons pas assez d'informations sur la façon dont le nôtre a été tué. Même ceux qui en sont informés n'osent pas témoigner car ils ont été intimidés. En tant que Burundais réfugiés en Ouganda, nous sommes vraiment tristes et nous regrettons de constater que le HCR ne fait rien sur ce cas. Il n'a même pas contribué pour que le nôtre soit enterré dignement. Il n'a même pas diligenté une enquête. C'est dommage. Ces réfugiés burundais du camp de Kiaka 2 demandent qu'il y ait des enquêtes minutieuses afin que les auteurs de différents crimes dont sont victimes les réfugiés burundais soient identifiés et traduits devant la justice. Pour le cas d'Alexis Nimubona, ses proches demandent qu'une enquête soit menée d'abord sur celui qui vivait avec lui par le fait qu'il n'a même pas informé les autres sur la disparition de son compagnon. Il n'a pas non plus indiqué comment les objets de la victime, dont un ordinateur laptop et 2 téléphones mobiles, ont été volatilisés. Alexis Nimubona a été enterré ce mercredi par les membres de l'église adventiste du 7e jour avec certains réfugiés du camp de Kiaka 2. Il était originaire du chef-lieu de la province de Kayanza. Il totalise le nombre de 12 réfugiés burundais tués en Ouganda dans moins de 2 ans. Et parlant toujours des réfugiés burundais, la vaccination de masse et le travail d'urgence à faire au camp de réfugiés de Nyarugusu, en Tanzanie cette fois-ci, afin de pouvoir éradiquer l'épidémie de rougeole qui s'est propagée dans ce camp des réfugiés burundais et congolais et qui a déjà occasionné des décès. Propos de Comme Konakudze, expert en épidémiologie. Comme Konakudze explique également comment la maladie de la rougeole se propage ainsi que ses symptômes. Suivez l'épidémiologiste Comme Konakudze.
Nous avons bien entendu que le nombre de cas de rougeole a augmenté de plus de 79% à travers les camps de réfugiés burundais en Tanzanie. Et cela montre des conditions propices à l'apparition de graves flambées épidémiques, non seulement la rougeole, mais d'autres épidémies, si réellement l'accès aux soins de santé et à la prévention, surtout la prévention vaccinale contre la rougeole, ne sont pas assurés dans ces camps de réfugiés burundais. Alors, qu'est-ce que c'est la rougeole? Je dirais bien que la rougeole est une maladie virale et très contagieuse, se manifestant par une forte fièvre, une toux, des écoulements nasaux, une conjonctivite et une éruption cutanée progressive. C'est une maladie qui se transmet par la voie respiratoire, par des toux, éternuements, ou par contact avec des sécrétions salivaires, des sécrétions du nez, des diarrhées, des couches, et tous ces contacts peuvent transmettre la rougeole d'un sujet malade à un sujet non malade. Alors là, le taux de mortalité est enregistré à plus de 20%. C'est pour ça que je dis que c'est une maladie très contagieuse et qui s'enflamme très rapidement. Les symptômes apparaissent entre 12 et 14 jours et la personne peut rester contaminée jusqu'à 7 jours plus tard. Comme je vous ai dit, c'est une maladie virale, il n'y a pas de médicaments spécifiques. La lutte contre la rougeole est basée sur des mesures préventives et surtout des mesures, des stratégies aussi d'accès aux soins de santé, parce que là, les soins de santé peuvent donner la chance de survie aux malades de la rougeole en évitant, par exemple, des cas de déshydratation, de la malnutrition, sur base des traitements symptomatiques. Et puis, la vaccination de masse en cas d'épidémie est plutôt recommandée et qui va freiner la propagation de la rougeole et couplée par aussi une prévention aux complications oculaires par l'administration de la vitamine A. Donc, la couverture vaccinale doit aller au-delà de 90% pour freiner la propagation de cette épidémie. C'était comme Konakudze, épidémiologiste. Et retour à présent au pays. La population de la province Kirundo pointe du doigt les dirigeants de la province d'être à l'origine de la pénurie du carburant en cas d'approvisionnement. Ces dirigeants se tailleraient la part du lion, ce qui fait que leur noir ne dure que le temps de la rosée. Éloge divin Remecha. Le gouverneur, le responsable du service national de renseignement, le responsable de la police, ainsi que le conseiller principal du gouverneur sont ces 4 autorités de la province de Kirundo accusées par la population de s'emparer de presque tout le carburant disponible pour le vendre après frauduleusement. Selon les habitants de cette province de Kirundo, ces autorités laissent de petites quantités de carburant qui ne durent que le temps de la rosée. Car le carburant est disponible ici chez nous, il y a une grande quantité qui est toujours destinée aux autorités. Par exemple, le vendredi dernier, nous avons eu la chance d'obtenir du carburant, mais d'un coup, le gouverneur s'est servi 800 litres. Le responsable du service de renseignement a pris 600 litres. Le chef de poste de la police à Kirundo a pris 400 litres, tandis que le conseil du gouverneur a pris 200 litres. Vous comprenez qu'il ne restait rien de ce carburant. En plus, ces autorités n'utilisent pas ce carburant dans leur véhicule seulement et le vendent aussi frauduleusement à la population. Ces habitants de Kirundo signalent aussi qu'il est interdit aux autres commerçants de s'approcher des lieux où les hommes des autorités citées vendent frauduleusement le carburant. Celui qui vend le carburant pour le gouverneur est le nommé Valence. Vous le trouverez sur l'avenue qui va vers la commune à l'endroit appelé Morama. Il y a même une station-service du gouverneur. Le nommé Joypoli travaille pour le responsable du service de renseignement à l'endroit appelé Mukabandi. Cela n'est pris en secret car c'est connu du fait qu'il se procure ce carburant aux yeux de tout. Quant au nommé Nyamoya, il travaille pour le conseiller du gouverneur. En plus, aucune autre personne n'a le droit de vendre
le carburant à part et la population dénonce beaucoup ce comportement. Et nos sources dans la province de Kirundo d'ajouter qu'une partie de ce carburant est vendue dans d'autres provinces frontalières. À titre illustratif, nos sources parlent d'un camion de type Fuso qui transportait le carburant de l'une des autorités citées vers Kayanza pour le vendre et qui a fait un accident. Ils demandent que ces pratiques de ces autorités qu'ils qualifient d'indignes cessent. Nous n'avons pas pu joindre le gouverneur de Kirundo, Albert Atungimana, pour recueillir sa réaction. De Kirundo, rendons-nous à Mwaro pour clore cette édition. Les habitants de la commune Gisozi interpellent les responsables chargés de la protection de l'environnement pour prendre dans l'urgence des mesures adéquates afin de protéger les arbres qui sont en voie de disparition dans cette commune. La population de Gisozi est en train de déboiser leur terrain pour cultiver la pomme de terre, arguant que ces cultures apportent beaucoup de bénéfices que les arbres. Les détails avec Denis Claire et la Trouba. Les communes les plus touchées par le déboisement en commune Gisozi sont Nyagahwabare, Nyakigwa et Kiyange de la zone Nyakararo. Nos sources dans cette commune indiquent que si rien n'est fait dans l'immédiat pour protéger et freiner l'ampleur du déboisement, ils vont subir des conséquences dues au déboisement. Les mêmes sources font savoir que la population est en train de déboiser leurs terres en vue de la mise en culture de pommes de terre, arguant que ces cultures apportent beaucoup de bénéfices que les arbres. L'un des habitants de la dite commune raconte. On a un projet en cours dit Ewe Burundi Urambaye, le projet qui a pour le but de planter les arbres partout où c'est possible au pays. Mais ce qui est étonnant aujourd'hui, on est en train de couper des arbres pour y mettre d'autres cultures, surtout la pomme de terre. C'est vrai que les cultures de pommes de terre apportent beaucoup plus de bénéfices que les arbres, car ces derniers prennent pas mal de temps pour apporter de bénéfices. Mais cela n'est pas la raison de remplacer absolument les arbres par d'autres cultures. Nous aurons beaucoup de problèmes dans le futur vu les bienfaits de l'arbre pour notre environnement. Les paysans et les coopératives ont commencé à couper les arbres pour les remplacer par des pommes de terre. C'est très dommage. Ces habitants de la commune Gisozi en province Mwaro demandent aux responsables chargés de la protection de l'environnement de prendre des mesures qui s'imposent pour suspendre ce comportement qui ne vise qu'à d'exterminer les arbres alors qu'ils ont une importance capitale dans la vie humaine. Que les environnementalistes se lèvent pour arrêter ce phénomène de déboisement. On dirait que les gens chargés de l'environnement sont absents dans cette question car ils n'interviennent pas. Avant, si quelqu'un se hasardait à couper un arbre sans autorisation des autorités, il était directement arrêté. Tu abattais un arbre et tu plantais un autre. Ce fléau de déboiser les arbres pour les remplacer avec d'autres cultures a envahi également la commune voisine de Lusaka. L'un des responsables de la province Mwaro, contacté par la RPA, a signifié que les environnementalistes sont au courant de ce problème de déboisement, mais précise que c'est suite à la recherche que cela se fait. Il a fait savoir que lui, avec les responsables chargés de l'environnement, sont en train de multiplier des nouvelles plantes qui pourront cohabiter avec d'autres cultures. Merci à toi, Dani Claire. Hidatkumba, c'est pas ton reportage que nous mettons point final à ce journal. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive. Au micro, vous étiez avec Ines Gakiza et excellente soirée chez vous.